Tout d'abord, merci de m'inviter à ce congrès en ligne extrêmement innovant et intéressant. Donc, je vais présenter cette étude qui est en fait le volet 2 d'une étude qui a été lancée début 2017 par 10 unions régionales de professionnels de santé et médecins libéraux en France. Ce volet 2 a été réalisé donc de mars 2018 à décembre 2018. On va le voir sur un périmètre de gestes assez peu fréquemment réalisé aujourd'hui en ambulatoire, donc plus lourd que pour le volet 1. Et donc, après ces deux volets, on a une équation économique relativement complète. Alors, le contexte, c'est d'abord un tassement de l'évolution de la chirurgie ambulatoire en France, plus 1,8 points en 2017 à 55,9% de l'ensemble du périmètre faisable en ambulatoire, versus 2,2 points de hausse en 2016. Et un objectif de 2022 qui a été fixé par les pouvoirs publics à 70%, qui semble hors d'atteinte dans les conditions actuelles, qui suppose une accélération d'au moins 50% à plus de 2,8% de croissance par an. Et donc, on va faire des propositions, notamment d'incitation plus fortes. L'objet de cette étude, c'est de comparer les dépenses liées à l'acte chirurgical en fonction du type d'hospitalisation, chirurgie ambulatoire ou hospitalisation conventionnelle, sur l'ensemble du parcours du patient. Il faut savoir qu'aucune étude de ce type n'avait été faite, c'est-à-dire sur plusieurs actes, sur un grand nombre d'actes, et sur l'ensemble du parcours du patient. C'est une approche qui a été rétrospective à partir de l'EGB, donc de 2013 à 2016, mais on a fait aussi une approche prospective en se projetant à 5 ans et en prenant comme hypothèse de développement justement cette cible de 70%. Et on a complété cette étude Quali cette étude Quanti par une étude Quali auprès de 12 experts qui ont d'ailleurs, pour faire le lien avec la RAC, qui ont bien démontré, expliqué que ce développement important de la chirurgie ambulatoire à partir du point de départ de cette année, de 56%, ne pourra pas être réalisé sans un développement important de la RAC. Donc, d'où le lien qu'on peut faire d'ailleurs avec le thème d'aujourd'hui. Donc, le périmètre des 11 actes, vous les avez là. Et vous avez dans ces 3 groupes de colonnes les impacts qui ont été réalisés à la fois pour l'assurance maladie, à partir des GHS, pour les établissements à partir de l'échelle nationale de coûts et pour les patients à partir du reste à charge qui est payé aujourd'hui, en réalité qui est payé plutôt par leurs OCAM, leurs contrats de complémentaire santé. Ce que l'on voit, c'est que vous avez, et on l'a ajusté en fonction évidemment des caractéristiques des patients et du statut de l'établissement pour ne pas qu'il y ait de variabilité selon ces patients et comparer des groupes homogènes. Donc ce que l'on voit, c'est qu'il y a un impact qui est significatif avec des gains économiques significatifs pour les 3 parties, assurance maladie, établissement et OCAM patient. Pour l'assurance maladie, il y a une diminution significative du coût pour la moitié des actes lorsque celui-ci est réalisé en ambulatoire, pouvant aller de 46 à 109 € selon l'acte considéré. Soit, si on extrapole à l'ensemble de la chirurgie ambulatoire, un potentiel d'économie de 380 millions d'euros à 5 ans. Alors, ça peut paraître étonnant parce que vous savez qu'il y a le tarif unique entre le niveau 1 et la chirurgie ambulatoire, mais c'est qu'en fait, on s'aperçoit quand on regarde les données qu'il n'y a pas exactement la même distribution des GHM pour un GHS lorsqu'on est en ambulatoire que lorsque l'on est en hospitalisation conventionnelle, ce qui explique qu'il y a quand même un gain économique. Sachant que là, on est à court terme, sur le long terme, vous savez mieux que moi qu'il y a une baisse régulière des GHS, puisque les GHS sont basés sur l'évolution des coûts. Et c'est la deuxième information de cette slide, c'est qu'en fait, les coûts pour les établissements diminuent, la base de coûts diminue de 20% en moyenne. Ce qui est évidemment considérable lorsque, plutôt que de faire un geste en hospitalisation conventionnelle avec 1 ou 2 nuits, on le fait en chirurgie ambulatoire, avec une différenciation entre le privé et le public qui peut être assez surprenante, sachant qu'il y a une baisse plus forte dans le privé de 23%, alors qu'on est déjà sur une base de coûts qui est plus faible, et une baisse un peu moins forte, de 17% pour le public, alors qu'on est sur des séjours qui sont un peu mieux valorisés, mais on en dira 2 mots tout à l'heure. Il y a un potentiel d'économie extrêmement important pour les établissements, puisque si on extrapole à l'ensemble
de la chirurgie potentiellement réalisable en ambulatoire, c'est-à-dire celle de niveau 1, ce qu'on a considéré par hypothèse de travail. On est à 3 milliards d'euros, 600 millions d'euros par an, 3 milliards sur 5 ans. Du point de vue du patient, il y a une économie significative qui est réalisée, quel que soit l'acte, lorsque celui-ci est réalisé en ambulatoire, avec un gain qui varie de 31 à 57 euros, soit un potentiel d'économie de 76 millions d'euros à 5 ans. Alors, ça, c'est pour la période hospitalière. En ce qui concerne la période post-opératoire, on a un impact qui est neutre ou positif, c'est-à-dire qu'à quelques exceptions près, le nombre de prises en charge en post-opératoire est faible, voire même négatif, c'est-à-dire qu'on a comparé, c'est une différence de la différence, c'est-à-dire qu'on a comparé le post-opératoire avec le préopératoire, 3 mois en post-opératoire et 3 mois en préopératoire, et on s'aperçoit qu'en fait, il y a plutôt moins d'actes en post-opératoire, ce qui d'ailleurs permet de dire que la chirurgie ambulatoire participe à la maîtrise des dépenses de ville, puisqu'on constate encore une fois moins d'actes, une moindre dépense. Il existe un recours important aux séances de kinésithérapie pour un des actes qu'on a, je passe. Aussi, au vu de l'ensemble de ces résultats, les deux types d'hospitalisation ne semblent pas différer de manière importante et systématique en termes de coûts de prise en charge post-opératoire, ce qui ne signifie pas évidemment que la bonne coordination entre les équipes hospitalières et de ville reste une clé de succès absolument essentielle. Sur la partie droite de cette slide, vous avez un schéma qui vous montre les taux de réhospitalisation entre la chirurgie ambulatoire et la chirurgie conventionnelle. Ce que l'on voit, c'est que lorsqu'elle est significative, elle est plutôt favorable à l'ambulatoire, mais de façon générale, on peut considérer que l'impact est relativement neutre sur la qualité. En tout cas, lorsqu'il n'est pas neutre, il est plutôt favorable. Enfin, les 5 conclusions qu'on peut tirer de ces résultats, c'est que la chirurgie ambulatoire est source de transformation profonde de l'outil de production et de la pratique. C'est ressorti aussi dans l'étude qualitative. Son développement est conditionné à de lourds investissements en contrepartie des gains économiques qu'on a vus élevés pour les établissements. Et là, on pourrait dire qu'il faut peut-être changer un petit peu de discours de la part des pouvoirs publics et ne pas considérer que la chirurgie ambulatoire est une source d'économie. C'est avant tout une source de transformation de l'outil de production pour le rendre plus efficient. Mais encore faut-il laisser la possibilité aux établissements qui ont aujourd'hui une capacité d'autofinancement relativement faible, laissée par un GHS suffisamment élevé et pas systématiquement remis à niveau de l'évolution de la base de coûts pour que ces établissements puissent se transformer. C'est aussi un choc organisationnel pour les équipes. Ça a été dit pour la RAC, c'est aussi la même chose pour la chirurgie ambulatoire. C'est un travail d'équipe. Pour l'assurance maladie, la chirurgie ambulatoire ne doit pas être considérée comme source prioritaire d'économie sur le court terme. Elle participe à la maîtrise des coûts hospitaliers et post-opératoires. Donc c'est un outil de maîtrise de la dépense, mais arrêtons d'en faire avant tout une source d'économie. Ce qui d'ailleurs aussi a un impact sur la psychologie de l'équipe soignante, c'est-à-dire que de penser qu'on fait la chirurgie ambulatoire parce que ça va faire des économies n'est pas forcément une vision positive. L'atteinte de l'objectif de 70% est irréaliste sans de nouvelles mesures incitatives, dont le partage des gains économiques avec le personnel soignant de l'équipe. On l'a vu aussi, gardons ces gains économiques pour que les établissements se transforment, mais aussi probablement avec une incitation financière pour l'ensemble du personnel soignant. On le voit, c'est le personnel soignant de l'équipe chirurgicale parce que l'essentiel se passe pendant la phase d'hospitalisation, dans la transformation de la pratique. Pour les patients, la chirurgie ambulatoire est avant tout source d'une meilleure qualité de vie et probablement de délais d'intervention plus courts. De légères économies aussi, mais c'est plutôt au bénéfice des OCA. Mais comme on sait, malheureusement, les primes augmentent de 3 et même de 5% cette année. Donc on ne peut pas dire que le patient en bénéficie beaucoup. Mais on pourrait d'ailleurs penser que les complémentaires santé pourraient mieux rembourser les actes qui sont réalisés en chirurgie ambulatoire par rapport à l'hospitalisation conventionnelle, avec donc un retour aussi là de ces gains économiques pour ces opérateurs financiers. Enfin, la chirurgie ambulatoire n'impacte pas significativement l'organisation des soins de ville, ce qui n'enlève pas l'importance de la coordination interprofessionnelle du parcours patient. Et sachant que là, nous sommes donc en chirurgie pour ce virage ambulatoire, mais il y a un autre virage ambulatoire qui est la médecine ambulatoire. Et là, de la même façon, il faut probablement repenser à une redistribution des gains, pour le coup, par rapport aux professionnels, au bénéfice des professionnels de ville, parce que cette médecine ambulatoire entraîne aussi une transformation de leur pratique.
Bien, merci Frédéric. Alors, juste le quiz qui était la chirurgie ambulatoire génère une baisse des coûts de production pour les établissements par rapport à l'hospitalisation conventionnelle de l'ordre de 10%. Donc la réponse était oui à 60% et non à 39%, 40%. Oui, donc Donc c'est 20. voilà, c'est C'est 20, 20. ce qui est quand C'est même, 20%. ce qui est quand même oui, important. Je ne sais pas si dans beaucoup de, enfin, je sais pas, de systèmes industriels, on peut avoir un tel gain de productivité simplement en ayant une réflexion, en mettant tout le monde autour de la table et en s'organisant. Ça, c'est Bah, quand même quelque chose de très important, c'est quoi. très important, sachant que c'est un progrès, enfin, je pense, pour le patient. C'est une prise en charge qui est au moins équivalente, on l'a démontré, mais je crois que c'est déjà relativement accepté. C'est pour une prise en charge au moins équivalente en matière de qualité, et sachant que le patient a le confort de pouvoir rentrer chez lui le soir, de passer moins de temps à l'hôpital, ce qui en général le réjouit plutôt que ne l'affecte négativement. Alors, c'est vrai qu'on peut se poser la question, parce qu'on a parlé de l'ambulatoire, c'était parce que pour l'instant, c'est les études dont on dispose. Je crois qu'il y a une étude qui a été faite aux hôpitaux de Lyon, d'une simulation pour voir ce que pouvait donner la RAC proprement dit en termes de gains. On arrive aussi à des gains qui peuvent être relativement importants. Je pense qu'on aurait besoin aussi, effectivement, d'élargir cette approche sur l'ensemble de l'hospitalisation, mais on pourra peut-être en discuter avec des chirurgies très lourdes, avec le topo d'Antoine, le dernier topo. Mais réellement, au-delà de l'ambulatoire, le simple fait, effectivement, d'avoir cette réflexion et de diminuer, qui permet d'une part d'améliorer la qualité et d'autre part de diminuer les durées moyennes de séjour, sont à évaluer. Alors, on a l'impression que c'est un peu compliqué à faire, peut-être parce que les établissements, qu'ils soient publics ou privés, n'ont pas forcément pas forcément de comptabilité analytique qui permet effectivement de pouvoir apprécier à leur niveau le retentissement. Les chiffres que tu as donnés, en fait, c'est la base nationale, mais actuellement, il n'y a pas beaucoup d'établissements qui peuvent dire une prothèse de hanche ou une prothèse de genou, ça coûte tant chez moi. Et c'est vrai que ça complique un peu peut-être l'évaluation de ces coûts, et ce qui fait que ça rend un peu les directions un peu, comment dirais-je, hésitantes, dans la mesure où elles ont un peu de mal. Quand on leur demande des investissements, on leur dit les retours, bah ouais, mais prouvez-nous effectivement, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Alors, en fait, ce qu'on peut dire, c'est que, je n'ai pas fait d'études sur la RAC, mais en tout cas sur la chirurgie ambulatoire, on voit qu'on est soit dans un système vertueux, mais assez fragile, soit dans un système vicieux. Le système vertueux, c'est l'établissement qui a investi assez tôt et qui a changé son outil de production, qui l'a adapté pour réaliser une chirurgie ambulatoire dans les meilleures conditions possibles. Donc il se retrouve avec une base de coût de production qui est plutôt plus faible que la moyenne, et qui donc améliore sa marge de rentabilité, et qui peut donc continuer à améliorer toujours la productivité de son outil de production par rapport au développement de la chirurgie ambulatoire. Puisque ce n'est pas parce qu'on est un peu en avance une année sur un taux de chirurgie ambulatoire par rapport à la moyenne nationale qu'on peut se reposer sur les lauriers, puisque le système de la tarification à l'activité fait qu'on peut perdre cet avantage si on ne continue pas à développer la chirurgie ambulatoire. Ça, c'est le système vertueux, même si on voit qu'il n'est pas complètement vertueux, parce qu'il y a un oublié dans la redistribution des gains économiques qui, je l'ai dit, c'est l'équipe chirurgicale, qui n'a aucun intérêt financier à la développer. Or, ce n'est pas une question de cupidité, c'est une question qui est simplement humaine, d'incitation. C'est que transformer son activité, et en plus, ça a été vu dans l'étude qualitative, c'est plutôt un travail plus intensif, c'est un travail qui est mené de façon différente. Donc, il est assez normal qu'il y ait une reconnaissance financière à cette nouvelle façon de travailler. Elle n'existe pas. Le cercle vicieux, c'est l'établissement, qu'il soit public ou privé, mais on voit qu'il y a un retard encore plus important dans l'établissement public, et peut-être que les taux d'endettement, les taux de déficit très importants, on est à quasiment 1 milliard en 2018, on devrait être à 1 milliard en 2019 de déficit des hôpitaux publics. C'est quand vous êtes en retard dans la chirurgie ambulatoire. Alors, vous pouvez être un taux relativement satisfaisant, mais vous avez adapté à la marge l'outil de production, l'organisation physique et l'organisation des ressources humaines, et donc vous n'êtes plus en capacité d'investir parce que vous avez une base de production qui est trop élevée, avec des marges qui sont trop faibles, et donc vous n'avez pas les moyens d'accélérer dans le développement de la chirurgie ambulatoire, et vous êtes dans un cercle vicieux de toujours moins de rentabilité d'une année sur l'autre.
Donc ça, c'est là où le modèle économique qu'on a pu mettre en place montre que si les pouvoirs publics veulent véritablement que l'ensemble du parc hospitalier se restructure, ce qui est évidemment l'intérêt général, qu'il soit public ou privé, pour atteindre un taux comparable à d'autres pays autour de 70%, il est absolument indispensable, d'ailleurs, de faire une des techniques dont on parle beaucoup, de value-based healthcare, qui est la redistribution des gains économiques entre ceux qui font ce changement de pratique. Alors, Carême, tu veux dire un mot ? J'aurais une question. Souvent, quand on parle aux collègues et aux administrations par rapport à la RAC, ils nous disent que l'un des freins, c'est les bornes basses. C'est-à-dire que le fait de l'existence des bornes basses pour les niveaux 2 et 3 c'est-à-dire les patients les plus graves. Les patients les plus graves les empêchent de mettre en place, et surtout d'avoir des DMS qui sont raccourcis parce qu'ils sont perdants à cause de ce problème de ces bornes basses. Qu'est-ce que tu en penses ? Alors, absolument. Toujours, les pouvoirs publics ont mis un certain nombre de freins au développement et de la chirurgie ambulatoire et de la RAC. Ils viennent de les lever. Tout ça pour essayer de justement laisser, ce qui était une bonne idée, de laisser aux organisations le temps de s'organiser et non pas qu'il y ait de destruction trop rapide du nombre de lits, etc. Bon, sauf que évidemment, ils ont oublié d'enlever ces freins au fur et à mesure du temps. Donc c'est fait maintenant depuis 2014 en chirurgie ambulatoire. Et je peux vous annoncer, de ce que j'ai entendu très récemment, c'est que ça devrait être fait aussi, soit 2019, soit 2020, pour les niveaux 2 et les niveaux 3. Donc évidemment avec beaucoup de retard, mais je crois que les pouvoirs publics essayent de passer aussi à l'acte pour la... Mais le problème, c'est qu'il faut être cohérent sur l'ensemble du système. C'est-à-dire que si on freine pour ne pas que ça aille trop vite, une fois qu'on lève ces freins-là, il faut mettre toutes les conditions de succès sur la table, dont celles qu'on a citées tout à l'heure, pour que ça réussisse. Et encore une fois, penser que c'est juste une source d'économie et que baissons le coût de production et donc profitons-en pour baisser le GHS, pour faire des économies à l'assurance maladie, on voit, empêche que l'ensemble du parc hospitalier se restructure en conséquence. Alors, juste avant de passer la parole, moi je voudrais qu'en quelques instants, parce qu'on avance, on est en train de nous vendre, par les tutelles notamment, le paiement au parcours. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus comme étant la solution pour régler tous les problèmes ? 3 choses. La première, c'est qu'on a une expérience de vie réelle, je dirais, avec Medicare aux États-Unis, qui pendant 10 ans a essayé de mettre en place ce paiement à l'épisode de soins, et avec un rapport qui est sur les bureaux du Congrès américain, qui supplie le Congrès d'arrêter cette expérimentation, tant elle a démontré qu'elle entraînait une très forte hausse des coûts administratifs, tant elle a montré qu'elle entraînait obligatoirement une sélection des patients, avec des patients qui se retrouvent sur des lits et que personne ne veut opérer, sachant qu'on a l'assurance qu'il y ait le malus qui soit mis en place avec ces patients trop lourds. Bref, donc c'est une fausse bonne idée. Bon, mais évidemment, ça répond à quelque chose de très important qui doit être mis en place, c'est que malheureusement, en France, on risque de tuer en démarrant par ce paiement à l'épisode de soins, en tout cas qui ne fonctionne pas, c'est-à-dire qu'en pensant qu'il faut lier l'évaluation de la qualité, qui est absolument, et on est tous d'accord que c'est très important, à la rémunération. Bon, deuxième chose, en France, c'est une chimère complète. C'est-à-dire que les conditions requises pour mettre en place le paiement à l'épisode des soins ne sont pas remplies, c'est-à-dire l'existence et un effet d'expérience sur des indicateurs de performance, la numérisation très avancée avec des registres de qualité sur l'ensemble du système. Donc, voilà, c'est un exercice de communication parce que c'est toujours difficile de s'opposer. On est tous d'accord qu'il faut davantage d'évaluation de la qualité et l'encourager. Bon, en France, il faut savoir qu'on n'a même pas, on ne sait pas qui va évaluer. Bon, donc on transforme. Troisième chose, c'est que je pense que ça va rendre la vie encore plus difficile pour les établissements, en particulier pour les hôpitaux publics, puisqu'on va demander à l'établissement d'être opérateur de soins, ça il l'est, mais d'être évaluateur et d'être financeur.
Bon, on l'a vu, l'expérience américaine a montré le surcoût administratif, et on sait tous que l'état actuel des hôpitaux ne justifie pas de leur donner un travail administratif et des surcoûts administratifs supplémentaires. Donc voilà, C'est une vraie chimère. on est une vraie chimère, on est dans de la communication politique.